peut évoluer ou peut rester stable. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il y a des rajustements macroéconomiques à faire. Parce que je pense que la gouvernance, il y a eu des manquements côté de la gouvernance et qui ont impacté négativement justement sur la dette intérieure. Et qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises sont plombées. Donc, selon vous, vous acceptez l'idée selon laquelle, je veux dire, ce n'est pas seulement une question de facteur exogène qui a participé à constituer cette dette intérieure, mais il y a aussi le facteur, j'allais dire, malgouvernance. Oui, parce que vous savez, aujourd'hui, nous vivons une crise financière mondiale. Parce que lorsqu'on fait l'historique, c'est une triple crise. Donc il y a une crise énergétique, il y a une crise alimentaire, aujourd'hui nous vivons une crise financière. Et cette crise financière a un côté révélateur. Tout simplement, toutes les certitudes du système financier international, surtout du capitalisme, aujourd'hui ont été mises à terre. Personne n'a vu venir cette crise aujourd'hui. Et c'est comme si c'était une bulle qui s'est complètement dégonflée. Et le Sénégal, l'Afrique ne peut pas échapper aux conséquences de cette crise internationale. Alors, pour revenir au Sénégal, effectivement, je le disais tantôt, il y a ce problème de gouvernance économique. Parce que lorsque l'État prend des engagements qu'il n'arrive pas à respecter, ça pose problème. Même si on sait que de l'autre côté, nous avons un excellent Premier ministre qui maîtrise quand même très bien tous les dossiers. Et surtout, le Sénégal a la chance d'avoir un ministre de l'économie et des finances qui aussi maîtrise les rouages de la haute finance internationale et surtout qui est respecté par les institutions de Bretton Woods. Ça, c'est une chance du Sénégal. Et même le Sénégal est un des seuls rares pays, je crois que c'est le seul pays francophone qui bénéficie de l'ISPE. Donc, c'est l'instrument de soutien à la politique économique. Justement. Donc, c'est un atout pour le Sénégal. Le Sénégal est un pays privilégié, si vous regardez bien. Cependant, aujourd'hui, on vit une crise qui est nationale, non seulement par rapport aux entreprises, mais même par rapport à la population. Mais comment sortir de cette crise? Quelles sont les bonnes solutions selon vous? Les bonnes solutions, je crois, déjà, il faudrait que l'État, ce qui se faisait avant et qui ne se fait plus, c'est que l'État doit prendre l'habitude de se concerter avec son secteur privé. Je prends l'exemple, parce que c'est l'exemple le plus récent. Je prends l'exemple hier. J'étais dans mon bureau, je suivais en même temps le JT. Vous voyez que l'État, le président de la République, recevait tous les corps constitués. Mais par le secteur privé. Un oubli, mais un oubli significatif. Absolument. Ça voudrait dire que l'État ne prend pas la mesure de l'importance de son secteur privé. Alors que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est le secteur privé, ce sont les entreprises qui créent la richesse, qui créent les emplois, qui contribuent à la croissance économique de ce pays-là. Voyez-vous? Et s'il n'y a pas de concertation, ça amène ce que ça amène. C'est le problème de la Sénélec, c'est le problème des boulangers, et puis j'en passe. Donc je pense que chaque fois que nous rencontrons le Premier ministre ou le Président, on attire l'attention sur les faits. Mais il y a quand même des cadres qui ont été créés, comme le Conseil présidentiel de l'investissement, et qui essaient de... Oui, mais il est dépassé aujourd'hui. Moi, je suis membre du Conseil présidentiel de l'investissement. C'est un Conseil présidentiel de l'investissement où il y a des invités qui sont là, il y a les institutions financières, il y a les partenaires au développement, etc. Ce n'est pas le secteur privé face à l'État. Parce qu'il y a certains sujets qu'on n'aborde pas. Ou bon, je ne dirais pas que c'est un faux tour, parce que quand même ça a pu apporter des avancées, parce qu'il y a des groupes de travail qui travaillent toute l'année, groupe 1, 2, 3, etc., sur la fiscalité, sur la bonne gouvernance, etc. Mais aujourd'hui, c'est un cadre dépassé. Il faudrait qu'on réfléchisse à un autre cadre. C'est-à-dire que l'État doit trouver, avec le secteur privé, un cadre de concertation permanent. Et régulier pour se parler, pour qu'on puisse nous-mêmes réajuster l'État. Ça ne dédonne pas aussi le secteur privé. Mais tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui, il y a un déficit de concertation entre l'État et le secteur privé. Et par rapport un peu au front social, selon vous, quelle est la pertinence de l'intervention de l'État qui a décidé d'une baisse, j'allais dire, unilatérale des prix? Oui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, mais ça c'est pour atténuer la pression. Il y a une forte pression aujourd'hui. Il y a les imams, il y a les jeunes, il y a, etc. Et puis il y a la hausse vertigineuse de la Sénélec, qui est aussi un frein, parce que lorsqu'on parle de SCA, de statut de croissance accélérée, et qu'on ne maîtrise pas le facteur énergétique,
c'est invraisemblable. On ne peut pas développer un pays sans maîtriser l'énergie. Et aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans qu'on a ce problème énergétique qui se pose. Voyez-vous. Donc je pense que les mesures que l'État a prises dernièrement, bon, ça soulage. Mais est-ce que c'est le rôle de l'État de fixer les prix? Non, est-ce que ça ne pose pas un problème? C'est vrai, ce n'est pas le rôle de l'État de fixer des prix. Et toujours, je reviens sur la concertation publique-privée. L'État l'a fait parce que l'État a été pratiquement acculé. Il fallait desserrer justement cette pression sociale qui était là, qui n'était plus latente, mais qui pesait avec les imams, avec les jeunes, avec la rareté des denrées de première nécessité, avec peut-être, je ne dis pas, une mauvaise campagne agricole, non, parce qu'heureusement qu'il y a eu la guana, etc., pour compenser. Mais il y a eu tellement de facteurs internes qui ont fait que l'État a été obligé quand même de prendre des mesures salutaires pour soulager un peu quand même la population, mais comme je dirais, c'est des mesures ponctuelles. Absolument. Hein? C'est pas structurel. C'est pas structurel. Et je pense qu'il faudrait travailler en profondeur, se concerter avec le secteur privé, se concerter avec les professionnels pour trouver des solutions durables justement à la crise que nous vivons. Mais aujourd'hui, vous semblez un peu, je veux dire, dénoncer un certain manque de concertation. Mais est-ce que le défi aujourd'hui, ce n'est pas d'arriver à un patronat fort, qui soit un véritable interlocuteur de l'État et qui n'est pas, je veux dire, à la limite, qui n'a pas peur de l'État? Oui, je ne pense pas qu'on ait peur de l'État. Ce que vous dites, c'est vrai. Entre nous, on se le dit. Lorsque nous avons organisé l'année dernière les assises sur le thème « Quel patronat pour le Sénégal ?», c'était justement pendant les ateliers et tout, on a discuté de ça. Il faudrait que le patronat se retrouve, qu'on ait un patronat fort pour parler d'une seule voix, lorsqu'il est nécessaire de parler d'une seule voix. Mais aujourd'hui, vous m'interviewez, je donne mon avis, vous allez interviewer M. Kama, il va donner son avis, vous allez interviewer Baidi, qui va donner son avis, etc. Il est vrai qu'on avait mis en place, justement, au niveau du patronat, ce que j'appelle ce cadre de concertation. Et aujourd'hui, il est plus que nécessaire que le patronat se retrouve pour avoir une voix forte. Hein? Si nous sommes oubliés à la présentation des vœux, c'est ça, justement, c'est un des résultats. C'est révélateur. C'est révélateur. Je dis que oui, c'est un oubli significatif parce que l'État ne mesure pas l'importance de son secteur privé, mais aussi, nous devons laver le linge sale en famille, c'est-à-dire essayer de se retrouver sur des positions de principe. Ça n'empêche pas que chaque organisation a sa politique qui est spécifique. Cependant, sur l'essentiel, nous devons nous retrouver. Et ça, je pense que moi, personnellement, je travaille depuis X années. Nous sommes une des rares organisations, justement, à avoir des relations saines avec toutes les autres associations et organisations professionnelles. Et ça, c'est dans le but de faire valoir, justement, la voix du secteur privé, la voix du patronat qui doit être prépondérante. Nous arrivons presque au terme de cette émission. Les perspectives pour le MEDES 2009? Et comme vous le savez, chaque année, nous déroulons un plan d'action. Donc, nous avons justement nos assises le 11 avril avec la crise économique financière. Et puis, nous allons inviter des sommités du monde financier qui seront à Dakar, justement, à cet effet-là. Nous préparons aussi les corridors qui aujourd'hui sont internationalisés avec beaucoup d'invités qui viennent, par exemple, M. Jean-Ping de l'Union africaine, M. Soumaïla Cissé, etc., qui seront à Dakar. Nous préparons aussi la diaspora des affaires. Cette année, c'est à Bruxelles. Justement, c'est la capitale européenne. C'est à la fin du mois de mai. Aussi, nous avons nos universités d'été. Le forum du premier emploi qui est avancé cette année au mois de juillet au lieu du mois de décembre, parce que beaucoup d'entreprises sont beaucoup plus motivées justement dans le courant d'année que la fin de l'année. Donc, nous avons décidé de le pousser. Nous avons aussi les universités d'été, etc. Ensuite, vous savez, depuis 2 ans, nous avons aussi une politique nationale. Parce qu'on a ouvert 10 bureaux au niveau international. Et nous avons commencé depuis l'année dernière à ouvrir des bureaux régionaux. Nous avons déjà ouvert un bureau à Louga, à Diourbel.
Et cette année, nous allons ouvrir dans les prochaines semaines un bureau à Thiès, à Saint-Louis, à Ziguinchor, etc. pour essayer aussi de canaliser et de promouvoir les entrepreneurs qui sont dans ces localités-là et qui sont un peu délaissés par rapport au secteur privé national. Absolument. Et puis il y a 3 missions économiques qui sont prévues par la MEDES à Paris, à Washington et en Cologne en Allemagne. Et beaucoup de séminaires de formation, de mise à niveau pour les entreprises membres du mouvement des entreprises. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir accueillis ici dans votre bureau. Merci beaucoup. Je vous remercie, M. Ndiaye. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition d'Ecosphère et très bonne suite de programmes sur Canal Info News.